Le mot mythe n'a un sens noble que par référence au passé. Au présent, il est synonyme de mensonge, mythomanie étant l'exemple le plus courant. Il y a donc un lien entre l'un et l'autre qui passe encore par le langage. On est des grands bavards, on aime beaucoup parler en Grèce, c'est vrai. Et puis, c'est d'autant plus paradoxal que le mot poésie, poésie donc, vient justement du mot pin qui veut dire faire. Et donc, c'est l'inverse du verbe, puisque le verbe est vent, soi-disant, ou est abstrait. Et poésie, c'est ça. C'est faire. Et ça, moi, ça me fascine, cette espèce d'étymologie du mot poésie. Parce que si on veut dire, voilà, poésie, elle a pris le mot vraiment, le mot a pris une telle, a pris le contraire de son sens. Et que les Grecs substituent très souvent le parler au faire, et que c'est des gens qui font des mondes, qui font un monde du verbe et de la discussion, et que c'est des grands théoriciens, et que le monde se fait autour d'une table et avec l'ouzo et puis la retina ou le café, parce que le grec adore le café turc, bien sûr. Well, I think that my whole career in studying classics was changed by going to Greece and by seeing how it is that people argue on the streets, how they confront each other with a certain kind of controlled, agonistic spirit. Hysteria. It's on the verge of hysteria, but it's also very controlled. It's a constant putting forward of manliness, because it's always men to men talking in the conversations that I saw, that I've never seen anywhere else. And I suddenly realized this is the format under which Plato's dialogues were being conducted. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στον μύθο που είναι ένα δημιούργημα ενός συνόλου και στο μύθο που είναι δημιούργημα μιας προσωπικότητας, μιας προσωπικής σχέσης. Γιατί εκεί ο μύθος εξυπηρετεί κάποιο μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει. Ναι, είναι πρόεδρος. Και αυτοί οι μύθοι τροφοδοτούν πια όλη την παγκόσμια σκέψη. Δηλαδή 5, 6, 7, 10 αρχαίοι μύθοι είναι που τροφοδοτούν το θέατρο και τη λογοτεχνία κλπ. Οι βασικοί μύθοι, ο Προμηθέας, ο Ιδίππος, η Αντιγόνη κλπ. Εξακολουθούν και ο Θηβαϊκός κύκλος, ο Τροϊκός κύκλος. Αυτούς. Βλέπουμε τον Στρίνμπεργκ να γράφει πάνω τον πατέρα και στο βάθος της σκέψης να είναι ο Αγαμέμνων του... Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα αρχέτυπα των μύθων κάποια στιγμή λειτουργήσαν και σαν πρότυπα ιστορικής ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Είναι ο λεγόμενος δημιουργικός μύθος. Ο μύθος που δημιουργεί ιστορία, On aurait cru qu'après 2000 ans et demi, on a quelques idées nouvelles. Non. Lorsqu'on veut jeter des bombes en Allemagne, la fraction rouge des jeunes femmes s'appelle les Antigones rouges. Lorsqu'il y a un grand procès pour matricide ou un désastre terrible dans une famille dans les Cévennes, c'est la Médée des Cévennes. Lorsque quelqu'un vient avec une très grande beauté et tout le monde est un peu mal à l'aise devant l'éclat d'un visage et d'un corps, on se dit c'est un narcisse. Lorsque Freud veut définir le concept essentiel de la psychanalyse, c'est Oedipe. Alors je me pose la question, pourquoi? Est-ce que cette économie formidable, d'après laquelle nous revenons toujours à un groupe clé de mythes grecs, ne pourrait-elle pas s'installer à l'intérieur, vous venez de le dire, de notre grammaire même? C'est-à-dire, par exemple, la découverte du futur du verbe, qui est une chose énorme. Je ne crois pas que les animaux peuvent penser au futur du verbe. Nous, on dit l'avenir, le jour après-demain. Le mythe même de Prométhée, et le grand mythe de ceux qui ont essayé de comprendre l'avenir. Oedipe, le problème formidable de savoir qui suis-je, quel est le moi, d'où vient-il, la première personne du singulier, tous les mythes fondamentaux de l'inceste qui tournent autour des problèmes de la grammaire de la parenté. Quelles sont nos relations, les tabous? Est-ce qu'il peut y avoir un tabou si on ne sait pas que c'est défendu? Non, mais pour savoir que c'est défendu, il faut déjà avoir tout un vocabulaire de parenté que semblent définir certains mythes grecs. Alors je me demande si l'évolution même de la syntaxe, de nos espoirs, de nos souvenirs, de nos craintes, de nos projections de personnalité, n'a pas évolué en termes de ces premiers mythes. La grammaire du mythe serait aussi
le mythe de la grammaire. Il se pourrait que précisément au début de l'histoire, la première richesse de l'homme ait été la grammaire du mythe. Lui qui n'avait presque rien à manger, qui peut-être avait une forme de vie économique et sociale des plus rudimentaires, est devenu milliardaire du rêve dès le début. Pour survivre sur cette dure et cruelle planète, on a commencé à se construire les contre-possibilités à la réalité. Et une fois qu'on se met à rêver en avant, à rêver contre, et tous les mythes rêvent contre la mort. Vous le savez, dans le mythe grec, dans les premiers grands mythes, ce problème du dépassement de la mort, qui est constant. Lorsque l'homme a commencé à se dire « je peux rêver contre la mort », le mythe est venu encadrer ce coup de dé absolument fantasmagorique. Alors je crois que oui, ça serait une hypothèse de travail de regarder certaines des grandes mythologies dans leur forme aujourd'hui atténuée, et ce qui nous reste de ces grammaires folles, de ces grammaires prodigieuses de luxe et de richesse et de dépenses de forme. Δεν νομίζω ότι στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από ένα δεδομένο κόσμο. Ότι προσπάθησε ακριβώς να μορφοποιήσει αυτό το οποίο έβλεπε. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η προσπάθεια για μορφοποίηση έγινε με δύο τρόπους, οι οποίοι δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Από μια μεριά το μύθο και από την άλλη το λόγο, την επιλογή, την εκλογήκευση αν θέλετε. Και διερωτώ με εάν η πρώτη προσπάθεια εκλογήκευσης του αντικειμενικού κόσμου, αν θέλετε, δεν βρίσκεται ήδη μέσα στο μύθο, ο οποίος έχει και αυτός επιλεκτικά στοιχεία. Δηλαδή δεν υπάρχει χάος ανάμεσα στο μύθο και στο λόγο, είναι μια κανονική ανθρώπινη λειτουργία. Il fallait du langage pour raconter le mythe. Il y avait ce mythe qui criait vers le langage. Et d'ailleurs, dans le drame même des origines du mythe, dans la nuit des temps, dans le mythe du mythe grec, dans la réflexion sur la mythologie, nous avons ce mystère de la langue, de la bouche, des abeilles de Platon qui visitent les lèvres du philosophe, qui nous a donné ce don infiniment dangereux de pouvoir nous raconter des histoires. Et si on ne peut se raconter des histoires, je crois qu'on chavire dans la nuit, dans le suicide, parce que c'est l'histoire qui nous sauve devant le désespoir. Le mythe est aussi une façon de maîtriser ce don incompréhensible qui nous a coupé des animaux, qui nous a coupé de l'organique, qui est d'interroger les dieux, de nous interroger nous-mêmes. Et le mythe grec est hanté par ce problème de l'interrogation première, de l'oracle. Si j'avais la compétence d'un psychiatre jungien, par exemple, j'aurais de la chance. Je dirais, écoutez, oui, d'après Jung et Kérény et d'autres grands mythographes, nous savons qu'il y a des archétypes inconscients, collectifs, qui sommeillent à l'intérieur de nous. Et il y a là quelque chose qui m'émeut profondément, parce qu'il y a un déjà-vu devant le grand mythe. On se dit, tiens, je sais ça, je ne le savais pas, mais j'ai été quelque part dans cette contrée imaginaire déjà, avant d'en avoir entendu parler. Je ne peux pas donner cette réponse, car évidemment, il n'y a aucune preuve biosomatique, génétique, d'une mémoire qui soit inconditionnellement anonyme à travers les millénaires. Mais je pense bien qu'il y a dans notre psychisme un centre, non pas de souvenirs exacts, mais de préparation au mythe. Le mythe est absolument essentiel pour la structure du nous. Si vous pensez au rôle d'Oedipe, de Narcisse, d'Oreste, d'Électre, si l'on songe qu'un Hamlet, l'autre grand mythe moderne, est une variante sur Oreste, si on songe à la parole de Goethe, d'après lequel le Faust est une variante sur le Prométhée, il a dit lui-même, après son chef-d'œuvre, je crois qu'on revient toujours au problème d'un départ où la structure du cerveau et du dire, c'est
le mythe de la découverte de la personnalité par elle-même. Να θυμίσουμε πέραν των παγκόσμιων μύθων, όπως τους ονομάσατε, και την πρωτοτυπία, αλλά και την μεγάλη διάδοση στην σκέψη όλων των εποχών των φιλοσοφικών μύθων, των πλατωνικών μύθων. Ποιος από τους Ευρωπαίους δεν γνωρίζει τον μύθο του Σπηλαίου από την πολιτεία ή ποιος δεν έχει συγκλονιστεί από τον μύθο της δίκης, της δίκης των δικαίων, της κρίσεως των δικαίων και των αδίκων. Και με την ευκαιρία θα σας πω κάτι το οποίο δεν το ήξερα εγώ και δεν ξέρω πόσο το γνωρίζετε εσείς. Ένας από τους συνεργάτες αυτής της, καθηγητής, από τον οποίο πήραν συνέντευξη και πολλούς άλλους, είναι ένας Ιαπωνέζος καθηγητής, ονόματι Ιωσίντα. Και στη συνέντευξη αυτού διάβασα το εξής, για μένα αποκαλυπτικό, ότι υπάρχουν θεότητες στην Ιαπωνέζικη μυθολογία, όπως η θεά Αμαράτσου, νομίζω κάπως έτσι είναι, που ο μύθος της είναι ακριβώς, μα στις λεπτομέρειες, μύθος της Αθηνάς και συνδέεται με το μύθο της Δήμητρας και συνδέεται με το μύθο του Ορφέα κλπ. Και όταν προχώρησε και λέω, μα πώς είναι δυνατόν αυτή η σύμπτωση, μου είχε πέρασει και η ιδέα όταν είδα τις ομοιότητες του δράματος Νο με την τραγωδία. Και λέει ο Ιωσίντα, το λέει ο ίδιος, ότι οι μύθοι ξεκίνησαν οι ελληνικοί, φτάσανε στην Βόρεια Θάλασσα, από τους Σκύθες φτάσανε ως την Κορέα και από την Κορέα περάσανε στην Ιαπωνία. Μια διαδρομή τερατώδης, η οποία όμως διατηρεί ως τις λεπτομέρειες ακόμα. Vous savez que la City se trouve au nord de la mer Noire. Et sur la côte de la mer Noire, il y avait un grand nombre de villes grecques, n'est-ce pas? Et par l'intermédiaire de ces villes grecques, les anciens Grecs avaient des relations commerciales très suivies avec les Scythes. Et les rois Scythes aimaient les objets grecs et surtout les vases portant des images mythologiques. Et on trouve ces vases grecs avec des images mythologiques en grand nombre dans les tombeaux des rois Scythes. La plupart de ces mythes se rapportent au pays des morts, au destin des hommes après la mort, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Perséphone, l'histoire d'Orphée, l'histoire de Déméter, l'histoire d'Adonis. Tout ça se rapporte au pays des morts. Parce que les rois Scythes s'intéressaient beaucoup à la vie d'outre-tombe. Donc, quand il recevait l'influence de la mythologie grecque, on peut imaginer que c'était justement les mythes grecs se rapportant au pays des morts que les rois Scythes portaient le plus d'intérêt. Et c'est justement ces mythes-là qui ont des ressemblances avec les mythes japonais. Pour les Grecs, les dieux ne sont pas dans un monde qui est sans rapport avec nous. Et le rapport avec le Dieu n'est pas un rapport justement d'une personne singulière qui, dans le secret de son cœur, trouve un contact plus ou moins ineffable avec un divin qui est en dehors du monde. Les dieux sont dans le monde, ils sont dans la cité, ils sont dans la nature. Eros, c'est en même temps un dieu, et c'est cette force qui, à certains moments, pénètre en moi, s'identifie à moi et fait que je suis autre que moi-même. C'était merveilleux. Il les faisait parler, il les invoquait, il les rencontrait. Moi, je comprends ça tout à fait, car je dis, j'ai eu une enfance très païenne, et le bruit des feuilles, les invisibles dans la nature, le mystère de l'eau, tout ça, c'est très grec, enfin grec antique. Il y a une certaine ressemblance entre la religiosité japonaise et la religiosité des anciens Grecs, parce que les deux religions sont évidemment le polythéisme, et les deux religions consistent essentiellement en culte de la nature, n'est-ce pas? Et les Japonais sentaient
et continue à sentir maintenant la présence divine dans les arbres, dans les rochers, dans les rivières, c'est-à-dire dans l'ensemble de la nature, n'est-ce pas? Et comme de même que les Grecs sentaient la présence divine dans les arbres, les nymphes, dans les sources, dans les fleuves, des choses comme ça, je pense que l'ambiance du sanctuaire est un peu semblable parce que, par exemple, à Delphes, on trouve cet rassemblage de l'eau très pure, la fontaine de Castalie, et la montagne, les arbres, des choses comme ça. Et en se trouvant à Delphes, même aujourd'hui, on ressent une espèce de présence divine, n'est-ce pas? Et je pense que le sentiment qu'on a en se trouvant dans ce sanctuaire d'Issée est très semblable au sentiment qu'on sent spontanément en se trouvant à Delphes. Jacques de la Cretelle en 1930. Qu'il se soit trouvé des hommes pour se servir habilement de ce décor naturel et du prestige qu'il imposait, quoi d'étonnant. Qu'une confrérie ambitieuse ait spéculé sur la crédulité humaine et pour acquérir la direction des affaires nationales, qu'elle ait monté là, moitié pieusement, moitié par ruse, une grande entreprise religieuse, il n'y a pas lieu d'en être surpris. Mais qu'on n'aille pas croire que la Pythie de Delphes, cette femme quasi folle qui a jeûné puis mâché des feuilles de laurier et qui laisse échapper des cris tandis qu'on la maintient au-dessus des vapeurs, donne une bonne image de la Grèce antique. Delphes ne représente pas plus la civilisation grecque que Rome ne représente la civilisation chrétienne. Et la Cretelle ajoute que le peuple grec, par sa puissance imaginative et ses facilités poétiques, aimait à être crédule. La crédulité se porte toujours bien dans nos villes. Le sacré se porte moins bien. La ville vous offre un condensé des pulsions humaines et par conséquent de leur violence. C'est ça que l'on réinvente d'abord. Ensuite, si on réinvente la violence, on réinvente... je ne dis pas Dieu, mais les dieux. Car Dieu, avant d'être celui de la miséricorde, il a été souvent celui de la violence. Ça a commencé comme ça. Alors ensuite, il y a une méditation bien conduite qui est celle de la miséricorde. Ce qui me conduit à dire d'ailleurs, puisque nous sommes sur ce chapitre de la religion, que les religions dans la vie de la cité n'ont de justification que par le message de charité qu'elles véhiculent. Pour tout le reste, elles sont perverses, elles sont dangereuses et elles ne sont pas à leur place. Alors oui au message de charité, oui à la miséricorde, non à la religion qui dirige prétendument les âmes pour diriger essentiellement les corps. Vous savez qu'aujourd'hui, là, dans cette période électorale aussi, la grande prémonition de tous les sondeurs américains, c'est qu'ils s'aperçoivent que la société américaine veut plus de compassion. C'est le mot qui est utilisé. Est-ce qu'il signifie tout à fait la même chose? Finalement, oui, c'est une sorte d'attention généreuse qui est apportée aux autres. Ça ne veut pas du tout dire que les États-Unis veulent aller vers cette attention au travers de l'État. Non. Comme sont de belles âmes, il y a de belles âmes là-bas, généralement, ce qu'elles souhaitent, et c'est très bien, c'est un élan du cœur, plus d'attention portée à son prochain. Est-ce que la Grèce a porté beaucoup d'attention à son prochain? Il y a quand même quelques esclaves, là-bas, non? Moi, ça m'a toujours troublé, cette histoire-là, oui. Ça m'a toujours troublé, cette histoire d'esclaves. Je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment
pencher dessus, mais c'est quelque chose... Je suis très ignorante en plus des choses, comment elles se passaient vraiment. Mais c'est quelque chose de très troublant, oui. Très négatif, très, je sais pas, qui me dérange, qui m'attriste, je sais pas. Ça dépend un peu des... Puis en même temps, je peux pas m'empêcher de dire toujours... mais ils étaient tellement jeunes, les gens, à ce moment-là. On était tellement près encore à l'homme qui s'était mis en station debout. Je suis en même temps tellement admirative du chemin énorme quand on lit. Je me dis, comment est-ce possible? L'humanité était encore à son aurore et ils avaient déjà dit ça, ils avaient déjà trouvé ça, etc. Les enfants grecs sont élevés en apprenant Homère. Ils apprennent par cœur. Or, dans Homère, les personnages les plus émouvants et les plus humains, ce ne sont pas les Grecs, ce sont les Troyens. C'est Hector. La vraie figure tragique, héroïque de l'Iliade, c'est pas Achille, c'est Hector qui va être tué. Il y a Andromaque, qui est une figure extraordinaire. Or, qu'est-ce qu'elle dit, Andromaque, dans les fameux adieux à Hector, qui sont dans le 5e chant, je crois? Elle dit, tu vas encore à la guerre, tu vas être tué, et ta femme va être esclave. Et ce petit-fils, un petit enfant, Astyanax, le garçon qui a peur devant le cimier de son père et la queue de cheval qu'il y a là-dedans qui pleure, dit, cet enfant aussi sera esclave. C'est-à-dire, les Grecs savent qu'un roi peut devenir esclave. Donc, il ne peut pas y avoir de justification de l'esclavage. Le premier qui donne une justification, il faut attendre la fin du IVe siècle, c'est Aristote. Mais le même Aristote dit, si nous avions des machines à tisser, nous n'aurions pas besoin d'esclaves. Et c'est une phrase que Marx cite. J'en vois qui se demandent comment et pourquoi nous sommes passés des dieux aux esclaves. Il y a un lien. C'est par ces esclaves que se propagera la religion qui viendra à bout des dieux de l'Olympe. Les dieux et les héros trouveront asile dans les musées, comme des réfugiés politiques dans les ambassades. Et pourtant, la lutte ne finira pas là. But don't let's forget that Christianity is a Greek system. Yes. Christianity, as we know it, Christian theology was a Greek creation. Late Greek creation, to be sure, when Greek values had changed, but it is part of the Greek experience that we carry with us also. So we can't really play off Christianity against the Greeks unless we limit the Greeks to a very particular period. Et c'est Nietzsche qui avait lancé l'idée qu'un polythéisme grec, pour enfantin qu'il soit, mais il est plein de tolérance. Là où il y a des centaines de dieux et de déesses, où l'écorce de l'arbre parle avec la voix de la nymphe, où Pan chante dans les bois, où sur le haut des collines et des montagnes l'on devine l'ombre passagère de Junon ou d'Aphrodite, eh bien, dans un monde comme celui-là, on ne va pas aller tuer le voisin pour une question plus ou moins abstraite de théologie spéculative. Tandis que dans ce monde terrible du désert de la Transjordanie, du désert du Sinaï, du désert du Negev, ce monde sans pitié, sans merci et sans ombre à midi, là où il n'y a qu'un Dieu, insaisissable, invisible, inimaginable, qui vous punit même de l'imaginer, c'est ça qui est important. C'est un crime dans le judaïsme d'essayer d'imaginer Dieu. Là, la question théologique, la question de l'hérésie, la question de l'orthodoxe et de l'hétérodoxe, des mots grecs, la question même devient probablement meurtrière. Car, comme dirait Kierkegaard, c'est ou. Il n'y a pas de chemin de compromis ni de compromission au milieu. Et que si la tradition grecque avait triomphé sur ce qu'il y a de judaïque chez Paul, chez les pères d'église, chez les apôtres, nous aurions un monde, c'est un peu la pensée ironique, mais très, très provocatrice de Nietzsche, nous aurions eu un monde peut-être sans guerre civile, sans massacre, sans barbarie idéologique. Thank you.